Je crois que pour l'instant, vous comme moi, Isabelle Alfandari, vous avez entendu la petite voix synthétique qui nous dit que notre entretien va être enregistré. Vous avez accepté de discuter avec moi. C'est la seconde fois que j'ai la chance de vous inviter. Malheureusement, ça sera encore une fois en visio. La dernière fois, vous aviez parlé pendant plus d'une demi-heure de Freud, Science et Fiction chez Freud, exactement, pour un livre qui était sorti. Vous venez d'en sortir un deuxième, pas qu'un deuxième, c'est un nouvel ouvrage il y a quelques mois. Et je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous propose un échange pour donner, je dirais, non pas plus de visibilité, parce que ce travail de recherche et d'actualité, de virtualité, au sens de quelle est la place de la psychanalyse dans ce monde virtuel avec ses voix synthétiques. Mais tout d'abord, le titre de cet ouvrage qui est presque le poids des mots, le choc des images, où on verra pourquoi je parle d'images tout de suite après la présentation de votre parcours. Le scandale de la séduction, c'est le titre aux presses universitaires de France, parce que vous êtes effectivement, et il n'y a pas que des chercheurs et des enseignants au PUF, mais vous êtes enseignante de littérature américaine à l'université Sorbonne, philosophe et psychanalyste. On n'évoquera pas le fait que vous avez été président du Collège international de philosophie et on pointera beaucoup plus votre travail de psychanalyste, puisque ce qui ressort de cet ouvrage, c'est un travail de recherche d'une psychanalyste qui se fait fort de son savoir, on va dire presque dire scientifique, à travers ses autres ouvrages de philosophes, mais également de littérature au sens de la culture en général. Voilà, voilà Isabelle. Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans cette micro-présentation, à part le sous-titre? On va garder un petit peu le sous-titre, effectivement, de cette actualité, qui est une actualité peut-être depuis l'origine de l'humanité, hein, qui convoque quelques questions de l'interdit, bien que depuis l'origine de l'humanité, deux, trois petites choses. Déjà, la naissance de la psychanalyse, hein, qui n'est pas la naissance de la parole, mais où dans la parole est très importante. Et puis, cette parole qui s'est libérée, on va employer le mot de libération, parce que c'est comme ça qu'elle est employée dans les journaux, concernant effectivement le sous-titre même de votre livre permet de faire le lien de ce que je viens de dire, de Deep à hashtag MeToo. Et donc, pour commencer, peut-être que euh, votre ouvrage a un tableau de Magritte, ce peintre surréaliste, hein, qui est une série. Il s'intitule Les Amants. Donc, on ne va pas faire d'histoire de l'art. Je vais juste évoquer un petit passage de votre ouvrage qui accompagne ce tableau, pas simplement d'un point de vue illustratif, puisqu'il est là, il a toute sa place, comme je l'ai expliqué avant. Chaque élément fait partie d'un puzzle qui fait à la fois retour et avance sur l'actualité. Donc, il y a cet aspect d'historienne de la science psychanalytique en termes, je dirais, d'analyste contemporaine qui a à faire fort avec la parole libérée, souvent des femmes, parce que vous convoquez. Mais je m'arrête là, je ne dévoile pas les deux livres dont vous parlez sur la parole de femmes. Alors, l'homme et la femme, justement, hein, je vous cite, l'homme et la femme sont des inconnus l'un à l'autre, mais aussi bien des inconnus à eux-mêmes. C'est depuis cet inconnu intime que se noue leur lien d'amour. La scène de séduction rejoue une relation d'inconnus, une relation entre deux inconnus à plusieurs inconnus. Le théâtre de la séduction est un théâtre en double aveugle. Alors j'aimerais tant vous dire quelle formule, le double aveugle, Artaud, vous ne parlez pas d'Artaud, mais la séduction, vous nous convoquez à la question de la séduction, parce qu'on aura peut-être des personnes qui vont nous écouter, ou même des personnes qui connaissent un peu de la psychologie, de la psychanalyse, du prendre soin. Mais la séduction nous ramène directement à la prénaissance de la psychanalyse chez Freud. C'est ça. On peut l'appeler la prénaissance. C'est l'archive, enfin, c'est l'arché, c'est ce qui vient avant la psychanalyse. C'est le moment où Freud développe ce qu'il appelle sa théorie de la séduction, qu'il aurait aussi bien pu appeler sa théorie du viol, même s'il ne recourt pas à ce terme. Théorie de la séduction, parce que quand il reçoit ses premières patientes, notamment, essentiellement des femmes, il s'aperçoit dans 7 cas sur 13 qu'au décours des cures, ces femmes se remémorent des épisodes d'abus sexuels.
et il en tire ce qu'on a pu appeler la première étiologie de la névrose hystérique, à savoir que ces femmes souffrent euh, comment dire, d'atteintes, de symptômes très étranges, sans cause organique apparente, de troubles locomoteurs, de troubles de la vision. Et dans bien des cas, Freud, au début, identifie la cause de ces symptômes étranges, dits hystériques, comme étant le résultat, enfin la cause étant la séduction, c'est-à-dire des abus réels sur souvent de jeunes femmes ou de jeunes enfants féminins. Alors, c'est là où on est directement confronté avec, j'ai évoqué la prénaissance, mais la reconnaissance même de la psychanalyse. C'est-à-dire de quelle manière la psychanalyse est reconnue, même aujourd'hui, pour son rapport à la sexualité. Hein, de quelle manière la sexualité, dans l'histoire de l'humanité, à travers différents, on peut dire peut-être stades, vont faire évoluer Freud jusqu'à des retours en arrière sur la place même de la reconnaissance de ces cas de femmes dont il va cacher certains rapports par rapport à l'origine de ces traumas. Donc là, Alors, effectivement, oui. alors c'est très intéressant d'appeler ça prénaissance, parce que d'une certaine manière, cette période où Freud développe sa théorie de la séduction, c'est pas encore la psychanalyse. On la considère pas, et Freud lui-même la considère pas encore comme la psychanalyse. C'est à partir de 1897, euh, au moment où Freud va renoncer à cette idée qu'en fait la cause des atteintes hystériques, elle est une cause, disons, d'abus sexuels, pour dire les choses rapidement, et en renonçant à cette idée que Freud va fonder la psychanalyse, qui va découvrir une double chose absolument capitale en octobre 97, quand il écrit à son correspondant, ami et collègue Wilhelm Fliess. Il va dire: je renonce à mes neurotica, à ma théorie de la séduction. C'est pas possible. Et il donne plusieurs arguments, mais l'un d'entre eux, c'est un argument, on pourrait dire, statistique. C'est pas possible, vu le nombre de femmes qui présentent des troubles d'hystérie, qu'il y ait autant de pères, de frères, d'oncles, qui se soient rendus coupables de faits aussi graves. Donc, bien sûr, Freud ne dit pas qu'il n'existe pas des abus, ne dit jamais ça, bien évidemment, mais il ne considère pas que c'est la raison principale des troubles dits hystériques. Et donc, il va, renonçant à ses neuropsychiatres, faire une double découverte. La première, c'est qu'un certain nombre de ses souvenirs, dit Freud, sont des remaniements sur une autre scène. Autrement dit, il a dû se passer des choses, mais qui sont peut-être pas de l'ordre de la réalité matérielle, mais d'une réalité, disons, qui est celle de l'inconscient. Donc, il y a une autre réalité qui est parallèle, qui entretient des liens avec la réalité matérielle, mais qui n'est pas la réalité matérielle et qui est absolument déterminante. Il y a, der andere Schauplatz, il y a une autre scène essentielle. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qu'il découvre en même temps, à partir de sa propre auto-analyse, eh ben, c'est ce qu'on va appeler le complexe d'Édipe. C'est-à-dire qu'il va se rendre compte qu'il y a bien des raisons de liens comme ça, d'amour étrange entre l'enfant et le parent du sexe opposé, et des liens, disons, d'admiration et de rivalité avec le parent du sexe du même sexe. Voilà. Donc, en gros, en renonçant, comme vous dites, cette théorie de la séduction, elle est pré-naissante, si vous voulez, elle précède la psychanalyse en renonçant à sa première théorie. En fait, Freud aurait pu s'arrêter là, hein. Il aurait pu dire, bon, bah, j'ai une théorie qui fonctionne, les patientes qui se mettent à raconter les scènes d'abus sexuels, elles vont mieux, leurs symptômes disparaissent, il aurait pu s'arrêter là. Pour plusieurs raisons qui ont à voir avec non seulement la conduite des cures, sa clinique, on pourrait dire, mais aussi sa propre auto-analyse, la mort de son propre père, on pourrait y revenir. Il va renoncer à cette théorie et en inventer une autre, si on veut, mais qui est décisive parce que c'est le moment où il découvre l'inconscient. Dans son auto-analyse, il découvre aussi, alors découverte, c'est pas le mot que vous employez sur la découverte, je crois, de votre livre, mais puisque on va rebondir un peu de signifiant en signifiant, si je puis dire, c'est un peu un échange ouvert, libre sur un sujet d'une gravité immense, puisque dans votre ouvrage, vous évoquez deux livres qui ne sont pas des livres, mais qui parlent d'une parole libérée à travers une écriture, libérée d'un trauma directement de personnes qui ont subi des viols. Hein. Je ne sais pas si on peut les citer d'ailleurs, si ça a un intérêt, parce que ça suscite votre ouvrage. C'est à travers
directement, non pas la publication, mais cette parole libérée. Mais c'est vrai que vous citez particulièrement deux ouvrages qui sont importants aussi parce que l'un concerne le champ littéraire. Quand je dirais le champ littéraire, c'est que c'est une personne qui est victime pendant son enfance, avant qu'elle soit adolescente. C'est important Oui, dans notre échange parce qu'effectivement, dans ce que vous nous rappelez et ce que vous apportez, qui est loin d'être une histoire, je dirais, l'histoire de la psychanalyse, hein, c'est l'histoire de la psychanalyse en parole, hein, c'est la parole donnée d'un point de vue éthique, hein, de quelle manière, même en psychanalyse, on est effectivement dans le soin et ce soin peut déborder. Ce que vous avez dévoilé à l'instant, hein, ce basculement de Freud dans un champ nouveau va ne pas lui amener que des amis, va lui poser aussi des questionnements intérieurs. Intérieurs, non pas spirituels, mais sur la nécessité. Donc, vous pointez des éléments, je dirais, troubles, qui sont, par exemple, de quelle manière Freud va, pendant un quart de siècle ou à un moment donné, passer sous silence. oui. Peut-être, c'est à vous de nous dire. Deux cures. Alors, je pense que vous parlez des deux cures que Freud évoque dans C'est ça. les études sur l'hystérie. Donc, avant, donc dans ce moment que vous avez appelé de prénaissance, hein, c'est une très bonne expression, il fait la narration de deux cures. Une qui est très connue, c'est la cure de Katharina. Donc, cette jeune femme qui croise dans les montagnes, qui s'aperçoit qu'il a une mine renfrognée, qui s'aperçoit que Freud est médecin et qui s'ouvre à lui du fait qu'elle souffre, comment dire, d'angoisse terrible. Et Freud, et notamment d'angoisses qui sont liées à l'apparition de la figure d'un oncle, euh, voilà, qui la terrifie. Freud narre cette cure, il narre y compris une cure qui finit, on pourrait dire bien, parce que la patiente, à l'issue de cette cure éclair de quelques jours, va mieux et supposément libérée de ses symptômes. Et en 1924, donc 25 ans plus tard, Freud, dans une toute petite note, au moment de la réédition, dit il ne s'agissait pas de l'oncle, mais du père. Ça change tout, c'est un inceste paternel, ça change absolument tout, bien évidemment. Une autre cure, à l'intérieur de la cure, de la dernière cure narrée par Freud, la cure de Rosalia, une jeune femme qui souffre de picotements dans les doigts, et dont Freud, là aussi, narre l'histoire en la comment dire, une histoire un peu complexe sur laquelle peut-être je ne suis pas obligée de m'étendre, mais en 1924, même topo, petite note, il ne s'agissait pas d'un oncle, mais du père. Donc, dans ces deux cas-là, Freud n'a pas révélé en 1895, lors de la sortie des études sur l'hystérie, qu'il s'agissait d'inceste paternel. Il faut quand même dire, et donc on se demande bien pourquoi. Pourquoi? D'autant que un critique très célèbre qui s'appelle Mason, américain, a mis en évidence, a souligné le fait que Freud, dans ce cas, est le premier comment dire, à raconter une cure d'inceste paternel et à mettre en évidence le caractère pathogène de l'inceste d'un père sur une fille. Donc, pourquoi avoir narré ces deux cures sans avoir dit la vérité, sans que personne n'ait été au courant, sauf Guylaine Fliss, auquel Freud explique que la cure de Katharina est une cure qui a pour fondement un inceste du père sur sa fille. On pourrait se dire que, d'une certaine manière, il me semble que pour Freud, c'est très que l'inceste est le crime le plus odieux. On ne peut pas dire autrement. C'est un crime, c'est un viol sur le corps du sujet. Et pour Freud et pour la psychanalyse, le crime sexuel, c'est le crime par excellence, on pourrait dire. Il faut aussi le dire de manière très claire. C'est un viol physique, c'est un viol qui implique aussi un viol psychique dans le sujet, une intromission insoutenable. Et à la fois, Freud, en 1895, sans doute, en tout cas c'est l'hypothèse que je fais, et je ne suis pas seule à la faire, aurait beaucoup de mal à fonder sa science nouvelle s'il avançait sa science nouvelle, s'il fondait sa science nouvelle sur, comment dire, l'incrimination du père. Parce que dans la Vienne de 1895, dans une Vienne bourgeoise, dans laquelle Freud a bien du mal à se faire un nom et une place, il est juif, il cherche à fonder une science nouvelle, à avancer une théorie nouvelle. Le moins qu'on peut se dire, c'est que ses collègues, et notamment, et parmi les plus célèbres, quelqu'un comme Krafft Ebing, vont se moquer de lui, y compris de sa théorie de la séduction qu'il appelle, dont il se moque comme une espèce de conte de fées scientifique. Eh bien, Freud, je pense, craint de ne pas être cru et craint d'être mis immédiatement au banc. Et c'est la raison pour laquelle, sans doute, d'une certaine manière, par prudence et sans doute par manque de courage, il ne dit pas la vérité.
Et il se rend donc, si on veut, coupable d'un, comment dire, on pourrait dire sinon d'une affabulation, en tout cas d'un mensonge qu'il révèle 25 ans plus tard, 30 ans plus tard. Oui, vous évoquez même une forme de nécessité. Mais euh, si on avait ce passage extrait de votre ouvrage, on perdrait toute la thèse et tout le cheminement. Je ne sais pas si dialectique est le bon terme, mais il y a quand même à travers ça, euh, après cette prénaissance, cette naissance. Et puis, donc, la naissance, le stade du bébé avant le langage. Vous voyez où je veux en venir. L'enfance, l'adulte, et entre les deux, l'adolescent. L'air de rien, on évoque des choses qui sont d'un lieu commun, que tout le monde peut comprendre dans notre époque, mais en ce qui concerne ce que vous nous rappelez dans l'émergence de la psychanalyse, je ne suis pas en train de vous dire j'ai une théorie analytique sur votre ouvrage, c'est pas du tout ça, mais ça permet effectivement à la fois d'en comprendre quelque chose de l'histoire de la psychanalyse, non pas pour être plus savant, mais peut-être pour répondre à une ambiguïté toujours présente depuis l'origine de la psychanalyse, qui peut être libératrice également en tant que psychanalyste, homme ou femme, position neutre si on veut, hein, le sein. C'est-à-dire ce que vous venez de nous dire, euh, il y a de convoquer dans votre ouvrage, sur une grande partie, un psychanalyste qui s'appelle Laplanche, voilà. Et à un moment donné, vous dites qu'il a osé convoquer ses pairs sur certains sujets, hein, avec ce jeu mot de père que je vous ai sollicité, père, perversion, impair, qu'est-ce qui est impair? Donc, il y a cette idée, effectivement, qu'à un moment donné, qu'est-ce qui fait sens? Il y a un problème de temps, hein, c'est-à-dire il y a des simultanéités à certains moments, et à d'autres moments, ça permet non pas d'avoir une lecture moralisatrice, mais une lecture de protection, comme vous l'évoquez comme une hypothèse. Freud n'est pas un opportuniste qui veut devenir un grand scientifique. Il protège à un moment donné, et c'est là toute la subtilité, et vous n'en faites pas non plus, je dirais, l'hypothèse niée, puisque vous l'évoquez. Hein, il défend bien, et ça c'est important, effectivement, défend au sens la parole de sa patiente, il la prend en compte, mais il dit ça ne suffit pas. C'est ce que vous avez évoqué sur le passage de la séduction à, effectivement, cette sexualité infantile. Oui. Appelons-la directement par son nom Et oui, bien maintenant. sûr, c'est ce qu'il découvre en même temps avec les Bibles, c'est la sexualité infantile, la sexualité de l'enfant dès sa naissance. Peut-être que ce qu'on peut dire, c'est que d'une certaine manière, Freud, il est sans cesse pris dans un double mouvement. D'abord, il découvre au fond ce qui va devenir la psychanalyse comme théorie du sexuel, de ce que la planche a appelé le sexual, Euh, c'est-à-dire une sexualité, on pourrait dire, pulsionnelle. Et ça, il le découvre très tôt, y compris dans les cures de ces femmes qui se plaignent au cours des cures d'avoir été victime d'abus sexuels. Et en même temps, et donc Freud va renoncer à un moment, comme on l'a dit en 1897, à sa théorie. Mais en fait, cette théorie du trauma sexuel réel ne va cesser de faire retour. À la fois, c'est ça qu'il faut comprendre et qui est plus intéressant, c'est que ça ne cesse de faire retour chez Freud dans tous les textes, dans l'homolo, et jusqu'au dernier texte du Moïse et le monothéisme, où la question du trauma et en fait du sexuel et du sexuel traumatique, y compris réel, sous la forme notamment du meurtre du père, ne cesse de faire retour. Donc en fait, Freud, c'est comme s'il essayait, il se passe une double chose. C'est comme s'il essayait à un moment, pour des raisons qui sont à la fois bonnes et mauvaises, de minorer sa première intuition, celle disons, de l'abus réel. Comme si et ça donne lieu à des découvertes qui sont par ailleurs assez extraordinaires et très utiles et très précieuses, mais quand même, le réel, si j'ose dire, du sexuel ne va pas cesser de faire retour. Donc, c'est ça qu'il faut dire aussi. Elle est compliquée, cette histoire, parce que c'est comme si on avait voulu mettre, au fond, sous un tapis quelque chose, pour le nommer simplement. En gros, la plupart du temps, les réminiscences d'abus, c'est ce que dirait Freud à partir de 97, ne sont pas les preuves d'un abus réel. Donc, une tendance à la minoration des abus réels. Et puis, en fait, le réel du sexuel et le réel de l'abus sexuel ne va pas cesser de faire retour. C'est ça qu'il faut dire. Et Freud va, d'une certaine manière, euh, devoir négocier avec cela. Il faut dire aussi, vous avez parlé de Laplanche, qu'il y a un autre psychanalyste qui s'appelle Ferenczi, qui est un disciple, l'un des disciples chéris de Freud, qui, en 1932, dans une conférence célèbre, qui va
enrager Freud, va dire à Freud, mais Freud, vous devez revenir à la question des abus réels. Il y en a beaucoup plus que vous ne le dites. Et la psychanalyse doit en dire quelque chose. Freud sera glacé et laissera Ferenczi mourir littéralement sans lui réadresser la parole, tellement il a été furieux. On peut se dire qu'il a été furieux d'avoir été mis en défaut. Freud, c'est quelqu'un qui n'aime pas beaucoup être pris de court, mais on peut se dire aussi, faire l'hypothèse que d'une certaine manière, parce que Freud il reconnaît le grand génie clinique de Ferenczi, que Freud résiste aussi peut-être à ce qu'il comprend être quelque chose comme un raté dans l'histoire de la psychanalyse. Et c'est ça que j'essaye de montrer aussi. C'est que c'est pas comme si, une fois que les neuroticas, c'est-à-dire cette théorie de la séduction, était derrière lui, pour Freud, cette affaire était finie, c'était réglé. Bon, il y avait des viols et des attentats réels, on les traitait comme tels, et puis dans la plupart des cas, c'était des souvenirs, des remaniements fantaisistes et fantasmatiques. Voilà. Ce que je veux dire aussi, peut-être pour faire entendre, parce qu'il y a un mot que vous avez utilisé qui est le mot d'actualité, c'est qu'il me semble qu'entre la naissance de la psychanalyse, sa prénaissance, comme vous l'avez très joliment appelé, et ce qui se passe avec MeToo, il y a vraiment des affinités que j'ai essayé de mettre en évidence. Parce que quand Freud commence à recevoir des femmes, il les interroge, comme les médecins le font traditionnellement. Et à un moment, il y a une femme dont Freud narre l'une des cures dans les études sur l'hystérie, qui s'appelle Amy von N, qui dit à Freud, mais est-ce que vous pourriez la fermer? Est-ce que vous pourriez vous taire et me laisser parler? Voilà. Et Freud va écouter Amy. Et la psychanalyse est née de l'association libre, c'est-à-dire que ce n'est pas le médecin qui interroge, c'est une femme qui demande à être entendue. Et puis, il y a quelque chose qui rappelle MeToo, non seulement des femmes qui demandent à être entendues, mais des femmes qui demandent à être crues. Et Freud va faire crédit à toutes les femmes qui l'écoutent de ce qu'elles disent. Et on peut dire, pour justifier ça, donc il y a bien un élément à la fois de libération de la parole et de demande de crédit. On peut dire, si on regarde les études sur l'hystérie en détail, que parmi les premières cures, Freud narre une histoire d'une femme voilà, qui lui rapporte des faits, une jeune mariée, et Freud fait une petite enquête. Il dit qu'il enquête un peu dans l'entourage. Bon, bah, il va s'arrêter d'enquêter. À partir des premières études, il va s'arrêter d'enquêter, il fait crédit à la parole des femmes et il les laisse parler. Et en ça, il me semble que même si la psychanalyse a sans doute des choses qu'il faut qu'elle balaye devant sa porte depuis sa naissance, elle a quand même des liens avec le mouvement de libération de la parole des femmes. On ne peut pas dire que le mouvement MeToo et la psychanalyse soient complètement sans rapport l'une avec l'autre. Vous parlez de la psychanalyse qui balaye devant sa porte. On pourrait même dire, puisqu'on est au printemps, qu'il y a un ménage de printemps, même à l'intérieur de la maison, Au ménage de puisque printemps. votre livre contient 6 chapitres et vous ne faites pas du tout l'économie euh, d'une thèse qui vaut le coup d'œil et sa lecture sur, effectivement, vous la déclinez de la planche, mais l'analyste enfant, le psychanalyste père, mère. J'ai l'air de blaguer parce qu'il ne s'agit pas de préciser tous ces détails, il s'agit de dire qu'à un moment donné, vous précisez bien que la psychanalyse est un rapport, donc, et en tous les cas, de votre part, très clair sur vos positions, votre éthique, même par rapport à une thèse de la planche, qui est quand même beaucoup plus contemporaine, beaucoup plus proche de nous dans le temps que ce Ferenczi que vous évoquez. Voilà. Et donc, on navigue pas simplement dans le temps, on navigue dans des outils qui nous permettent de nous mettre au travail, et aussi, donc, en tant que psychanalyste, mais aussi de personnes convoquées par cette parole libérée qui a envahi le champ social. Et pourquoi le psychanalyste s'autoriserait, qui s'autorise de lui-même et de quelques autres, je dirais, laisser quelques autres qui doivent effectivement et qui demandent à prendre la parole. Pourquoi cette parole ne trouverait place que dans les tribunaux? C'est-à-dire qu'à un moment donné aussi, vous convoquez certaines choses sur la loi dont vous ne faites pas l'économie, je dirais, dans cet ouvrage, de rappeler certaines lois. Et puis aussi, il y a dans votre livre ce rapport très ambigu des parents des enfants. Le complexe d'Oedipe, pour certains de nos confrères, doit être remis en cause, la place du père, la place de la famille. Vous œuvrez, et je emploie le mot d'œuvrer au sens vraiment du psychanalyste, qui convoque par exemple la lecture de Freud, d'un tableau de Léonard de Vinci avec lui-même. Donc tout ça pour dire qu'il y a quand même aussi entre les hommes et les femmes, ou simplement la séduction prénaissance,
à la séduction avant la mort de la psychanalyse annoncée, c'est-à-dire aussi à l'heure d'aujourd'hui, euh, la séduction entre les êtres humains. Oui, Donc, et ça alors nous en donne des fait, clés pour vivre. En fait, vous ferez presque, si on fait l'économie de 90% de votre ouvrage et qu'on veut faire du développement personnel, on pourrait dire la psychanalyse peut nous aider à vivre un peu mieux, ce qui n'est pas si facile que ça. bah, c'est ce que disait Freud, hein, transformer une tragédie en un roman acceptable d'une certaine manière, vivable. Mais simplement, tout à fait, mais pour faire écho à ce que vous avez dit à l'instant, je pense que expliquer que la séduction, c'est toujours un rapport asymétrique. C'est ce que découvre Freud, c'est toujours asymétrique. Même dans les séductions heureuses, on pourrait dire, il y a toujours un séduit et un séducteur. Et en fait, le modèle de ce rapport, c'est le modèle de l'enfant face à l'adulte, de l'infance qui ne sait pas parler. Infance, ça veut dire qui ne peut pas parler, et de l'adulte. C'est ça l'idée laplanchienne. Donc, dans la séduction, encore une fois, même heureuse, ou dans la séduction la plus insoutenable et qui tombe sous le coup de la loi, il y a forcément un rapport déséquilibré, on pourrait dire. Un rapport entre l'un qui sait et l'autre qui a un déficit de savoir. Un qui sait le sexuel et qui a un inconscient, l'autre qui a un déficit d'inconscient, encore l'infant, celui qui ne parle pas. Et en fait, ce qui est très intéressant chez la planche, c'est la planche va dire, ben, le sexual, c'est ça. C'est l'enfant face à l'adulte, c'est l'adulte face à l'enfant, c'est l'enfant dans l'adulte. Et donc, chaque fois qu'il y a séduction, il y a ça. C'est ça l'histoire des amants. Et fait qu'on pourrait dire en plaisantant, c'est ce que j'ai dit récemment, qu'en fait, dans une scène de séduction, on est toujours quatre, au moins quatre. On est les deux consciences présentes, et puis on a chacun un inconscient, c'est-à-dire un enfant dans l'adulte que l'on est. Et la planche, simplement pour faire écho à ce que vous avez dit à l'instant, il va dire, mais en fait, le modèle de la séduction, de l'adulte face à l'enfant, c'est un modèle qui doit aussi être, comment dire, aligné, ou peut-être qu'on doit interroger la scène transférentielle, c'est-à-dire le psychanalyste face à l'analysant, dans ces termes-là. Hein, la question de la séduction, elle entre aussi en ligne de compte dans le transfert, et d'ailleurs, les analystes, Lacan compris, l'ont très bien mesuré. Donc la question du rapport entre l'enfant et l'adulte, et chez l'adulte, le fait qu'il a été lui-même un enfant, même s'il l'a très largement oublié, est absolument décisif pour comprendre ce qu'est l'inconscient et pour comprendre ce qu'est la relation entre l'enfant et l'adulte. C'est ça l'idée un peu de Freud et de Laplanche, c'est aussi un peu l'idée du livre. Et vous concluez, ou avant de conclure, vous nous dites dans votre livre, la séduction n'est pas une expérience si simple à vivre pour le sujet. Même quand elle est heureuse, elle peut s'avérer la meilleure, la plus douce, voire la plus délicieuse des expériences, aussi bien que la plus toxique, la plus violente, la plus éprouvante qui soit. Il peut même arriver qu'une expérience d'abord heureuse tourne au cauchemar. Donc, vous nous permettez de sortir d'une lecture moralisatrice. Vous convoquez deux philosophes. Est-ce qu'il est réellement que philosophe, ce fameux Foucault, dont le mot fou constitue son nom propre et qu'on connaît pour avoir écrit sur effectivement la question de la prison? Vous réussissez à convoquer Foucault, non pas pour lasser une référence intellectuelle qui fait sens pour nous dans notre champ de connaissances culturelles, mais qui vous permet effectivement, depuis Freud, en passant par d'autres psychanalystes, vous convoquez aussi Julia Kristeva, vous évoquez Jacques Lacan, de en arriver effectivement, non pas un dépassement de la séduction, parce que ça concerne Freud et son rapport à son auto-analyse, son rapport avec ses collègues, ses ruptures également, mais de quelle manière ça vous permet de nous pousser à réfléchir à cette situation contemporaine à partir d'un passé de toute manière qui refait, hein, qui revient et qui refait surface. N'employons pas de mots trop conceptuels du champ analytique, voilà, et aussi face à une situation de trauma qui effectivement nous explose à la figure, même s'il est possible, et c'est certainement le cas, qu'ils ont toujours été présents depuis l'histoire de l'humanité, sans tomber dans un piège qui consisterait à ne penser que cela n'est qu'une affaire d'Oedipe. Ouais, J'ai évoqué Foucault, vous convoquez également sur cette question de la séduction Baudrillard, me semble-t-il, vraiment très précisément. Voilà. Aussi des philosophes qui ont frayé, comme le dirait Lacan, avec la psychanalyse. Mais il y a dans votre ouvrage également un choix très juste déjà de connaissances fines de l'histoire de la psychanalyse, mais également dans le choix des citations qui sont jamais là en titre illustratif, comme l'illustration qui n'est pas une illustration de Magritte, de son tableau,
vous nous l'avez dit. Voilà ce que moi, j'aurais envie de dire pour l'instant. Malheureusement, ça mériterait, et je l'espère, ça suscitera d'autres rendez-vous, d'autres débats. Il y en a déjà beaucoup à travers ce petit entretien. Qu'est-ce que vous pourriez rajouter qui vous semblerait nécessaire dans ces 31 minutes, chère Isabelle? J'ajouterais juste pour conclure sur ce que vous venez de dire et pour faire écho à ce que vous venez de dire, que ce que découvre la psychanalyse depuis Freud, c'est que le sexuel est toujours traumatique. Il est toujours l'occasion d'une effraction. Dans certains cas, c'est un traumatique qui peut être lié à un trauma réel, au sens d'un trauma qui relève d'une réalité matérielle, d'un abus réel. Mais dans tous les cas, et donc là, effectivement, c'est absolument catastrophique en général pour le sujet, mais dans tous les cas, le sexuel a en lui, comment dire, a cette nature traumatique. Donc, ce qui est sexuel est traumatique. Même le sexuel heureux, si ça veut dire quelque chose, sans doute ça ne veut pas dire grand-chose, est potentiellement effractant et traumatique. Et on ne peut pas faire l'économie de ça. Quelles que soient les positions, en tout cas, il me semble que c'est ce que découvre la psychanalyse depuis Freud, que ce soit Ferenczi, Laplanche, les autres. Il y a un mot qui n'a pas été lâché, je vais le lâcher comme quelque chose qu'on lâcherait dans la nature, c'est le mot perversion. Mais également, votre ouvrage permet d'en comprendre quelque chose autre de la perversion, tant qu'on l'emploie, pervers narcissiste, la perversion, le toxique. Et ce n'est pas simplement parce que vous convoquez Chandler-Laclos. Encore une fois, il y a un renversement dans ce que vous nous présentez dans les citations. Je crois que, comme vous l'entendez, nous avons la sonnerie de la fin de cet entretien. Isabelle Alferrandi, merci beaucoup d'avoir accepté ce petit Merci. échange. Voilà. Encore une fois, je ne vais pas vous souhaiter grand succès parce que le livre, je sais qu'il est déjà bien placé en librairie. Ce que j'espère surtout, c'est que ça va susciter d'autres échanges et que la parole, votre parole, va pouvoir se poursuivre. Voilà. Et peut-être à très bientôt en présence cette fois-ci. Merci beaucoup. Merci.